Bruno Fuligny, nous allons évoquer les confessions de Madame 100 kilos. Madame 100 kilos, on dira pourquoi évidemment ce surnom. Bruno Fuligny, vous avez l'habitude, vous, de dénicher, je dirais, quelques perles comme ça, à la fois et de personnages et puis de situations. Et alors l'histoire de ce manuscrit. Comme tous les historiens, je suis à la recherche de sources et de préférence de sources inédites, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de documents sur le marché qui passaient en salle des ventes, sur des foires, dans toutes sortes, parfois par des sites de vente en ligne tout à fait ordinaires. Et puis un soir, voilà, en faisant mes recherches avec mes mots-clés habituels, je vois proposer à la vente ce document. C'est un manuscrit de 850 pages, écrit en prison par une femme criminelle de la Belle Époque. Et ces 850 pages ont été reliées par un bibliophile qui a une belle reliure en maroquin rouge, mais à l'intérieur, c'est couvert d'une fine écriture difficilement lisible d'ailleurs. Alors bon, je commence à décrypter les quelques pages qui sont montrées. Je trouve que c'est plutôt bien écrit. Je prends contact avec le vendeur et puis je suis émerveillé. Émerveillé par le style, c'est très beau français, avec un mélange étrange de français littéraire et puis de formules populaires très drôles. Elle a appris à lire, à écrire, elle est cultivée, et donc elle est capable de raconter avec beaucoup de précision, beaucoup de finesse, parfois même de l'esprit, tout ce qu'elle a vécu, aussi bien quand elle est tout en haut de la société, elle est reçue chez Victor Hugo, elle est reçue à l'Élysée, et quand elle est tout en bas, puisque suite à toutes sortes d'escroqueries et d'entourloupes diverses, à plusieurs reprises, elle se retrouve en prison. Elle était effectivement d'une famille plutôt bourgeoise. Elle est née à Paris, une famille normande, plutôt confortable. Oui, il faut bien se rendre compte qu'elle a eu une enfance un peu dorée, avec un papa qui possédait tout un pâté de maisons au pied de Montmartre, des biens en Normandie. Donc, effectivement, elle est allée très peu à l'école, mais elle avait une préceptrice à domicile. Son frère a fait des études poussé, il est devenu ingénieur, elle s'est formée de façon désordonnée, mais elle a beaucoup lu, elle a acquis beaucoup de connaissances, un peu en vrac, hein, à une époque où on ne poussait pas forcément les filles à aller très loin dans certaines disciplines. Et puis, bon, son père était riche, mais un peu fantasque. C'était un 48 art, hein. Simplement, d'après ce qu'elle nous dit, c'était un républicain, un démocrate sous le Second Empire, donc qui volontiers prenait le coup avec le peuple, payait sa tournée, ne réclamait pas les loyers quand les gens étaient en difficulté, etc. Donc quelqu'un de plutôt généreux, par ailleurs un inventeur, et elle dit vrai, j'ai vérifié, on en a des brevets de lui aux archives de l'INPI, donc un inventeur qui a investi dans des travaux de recherche, des découvertes qu'il n'a jamais pu valoriser. Bref, quelqu'un d'un peu insouciant, sans doute très généreux, très sympathique, mais qui petit à petit a brûlé sa propre fortune. Et donc, à l'âge de 12-13 ans, elle, qui avait connu une enfance dorée, se retrouve avec sa famille complètement ruinée, l'obligation d'aller travailler. Comme elle est plutôt mignonne, elle se rend compte que les patrons qui la recrutent ont surtout envie de la coincer dans un coin. Donc, bon, elle fait un apprentissage de la vie qu'elle raconte, hein, là aussi, de façon assez crue, et elle décide de ne pas se laisser faire. Alors, elle a un atout, c'est qu'elle sait lire, écrire et bien écrire. Donc, à un moment, elle est recrutée comme employée aux écritures dans une agence matrimoniale. Alors, les agences matrimoniales, à cette époque, ça débute au 19e siècle. Ça a un peu mauvaise presse parce que la plupart de ces agences, en fait, sont des escroqueries. Donc, elle ne met pas beaucoup de temps à comprendre ce processus. Elle va épouser son patron, puis très vite le délaisser, le tromper, lui trouver des successeurs, et surtout, elle acquiert tous les secrets de fabrique, tout ce qui permet de s'enrichir rapidement, et elle écrit d'ailleurs «Jamais je n'ai gagné autant d'argent en travaillant si peu», hein, et elle va monter comme cela plusieurs agences matrimoniales. Son coup de génie, dans les années 1900, au moment de l'entente cordiale, c'est de proposer des mariages franco-britanniques. Et donc, elle montre à Paris de jeunes Anglaises très jolies, hein, qu'elle est allée chercher à Londres et qu'elle présente comme des filles naturelles du prince de Galles, du duc de Gloucester, de très hauts dignitaires de la monarchie anglaise. Donc l'idée, c'est que si on épouse ces bâtards, évidemment, il y a une énorme dot derrière, et comme cela, elle balade et elle plume pas mal de gogos. Alors, cocotte, elle l'a été à certains moments, mais brièvement. Quand elle est dans la gêne, elle donne de sa personne et elle va passer un été, une
saison avec un banquier, avec un prince, etc. Et elle explique que voilà, elle est payée en bijoux, en diamants, mais elle préfère de loin, et surtout l'âge venant, faire travailler les autres. Alors, elle n'est pas maquerelle, hein, elle ne tient pas une maison close, c'est pas ça. Elle sert d'intermédiaire, on dirait un peu entremetteuse, marieuse. Alors, bien sûr, la police a bientôt repéré ce manège, mais la police laisse faire, à condition que de temps en temps, elle assume une petite mission délicate de renseignement. Donc, elle est aussi un petit peu espionne sur les bords, et puis elle va finir par tomber pour une tentative de meurtre, c'est-à-dire qu'un complice, un rabatteur qui vient réclamer sa part dans une belle villa où elle est en villégiature à Bois-le-Roi, eh bien, manque de peu d'être abattu, se réfugie en sang dans la gare de la ville. On lui a tiré dessus à coups de revolver. Alors, c'est pas elle qui a tiré, c'est son compagnon de l'époque, mais enfin, elle est complice. Elle s'enfuit dans la forêt. Elle est arrêtée le lendemain. Et c'est là qu'elle se retrouve en prison et qu'elle raconte toute cette vie, toutes ces phrases, que tous ces moments, ces hauts, ces bas, ces déceptions. C'est voilà, c'est ce récit, c'est un véritable récit vécu d'une aventurière en fait de la belle époque. Euh, c'est une sorte d'Arsène Lupin féminin, Arsène Lupin en jupon, qui est quelqu'un de au fond très attachant, même si pas très fréquentable, et qui a l'art de se mettre en valeur. Évidemment, ses confessions, c'est aussi une façon d'essayer de montrer que bon, même si elle escroque, elle se venge de ces hommes qui maltraitent les femmes et que c'est pas si grave. Oui, alors elle ne se dit pas forcément féministe d'ailleurs. Elle dit qu'elle n'est pas féministe, sans doute parce qu'à l'époque où elle écrit cela, en France, les militantes féministes se rattachent plutôt à la gauche, voire à l'extrême gauche, au mouvement socialiste, collectiviste, alors qu'elle, pas du tout. Elle veut retrouver cette richesse perdue de son enfance, et elle a vite compris que ce n'est pas en travaillant et en touchant un petit salaire qu'elle y parviendra, d'où toutes ces arnaques qu'elle monte pour soutirer de grosses sommes en or ou des chèques ou des, des versements importants à des messieurs bien installés dans la vie. Elle voyage dans toute l'Europe, voire au-delà. Mais elle fera quand même au total, je crois que c'est 8 années de prison, quand même, ce qui n'est pas rien. Et effectivement, dans des situations, vous le rappeliez, où les prisons n'étaient pas forcément vraiment hyper confortables. Il y avait les prisons des hommes, prisons des femmes. Hein, on parle de Versailles, la fameuse prison des femmes de Versailles. Et au final, on s'aperçoit qu'à la lecture de ce livre, eh bien, c'est oui, une aventurière en crinoline, on pourrait dire, mais surtout une sentimentale, parce qu'elle elle a des enfants, elle a cette fibre maternelle et puis cette fibre familiale à laquelle elle, je dirais, elle tiendra toute sa vie. Oui, c'est une femme très charnelle, hein, et son surnom l'indique. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on en apprécie les femmes bien en chair. Par ailleurs, Oui, il y a alors un Madame club. 100 kilos, parce que il y avait un club des hommes. Voilà, il y avait un club des 100 kilos qui était un club de gastronomes en fait. Bon, mais le club était essentiellement exclusivement masculin et un peu pour se moquer, on l'a surnommée Madame 100 kilos comme si elle en était membre, ce qui n'est pas le cas. C'est une femme en tout cas bien en chair, appétissante. C'est une femme assez sanguine. Elle explique souvent comment à un moment elle est envahie par un désir, une passion qu'elle va assouvir. Hein, donc rien ne lui résiste de ce point de vue-là. Il n'empêche pas qu'elle soit tout à fait intelligente, maligne, mais elle va vers ce qui lui fait envie. Et en particulier, elle veut être libre. Elle l'écrit en toutes lettres. Je voulais être libre. Voilà, merci Bruno Fulini de nous avoir fait découvrir eh bien, cette femme, cet Arsène Lupin en chignon, comme je ne sais pas qui a fait la quatrième de couverture, mais c'est le surnom, et puis donner enfin au féminin un sens au mot escroc, effectivement, parce qu'on est dans l'escroquerie totale, mais l'escroquerie sympathique, voilà, ça se lit comme un Arsène Lupin, hein, finalement, ce livre. Merci beaucoup et puis j'espère que vous découvrirez encore quelques autres Je manuscrits, l'espère. d'autres personnages. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et avec plaisir.